Vous, on va quitter ici. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. Je suis là avec mes princesses. Hein. Voilà une qui est concentrée sur sa vidéo. Voilà une qui est sur moi. Alors, donc, on n'est pas venu pour parler d'elle. Concentrez-vous, abonnez-vous massivement sur... Est-ce que vous me voyez? J'espère que vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? Dites-moi si vous me voyez ou non. C'est pas pour durer, hein. Voilà, c'est un petit direct de 5 minutes. Si vous voulez très bien. Donnez les étoiles pour les personnes qui aimeraient bel et bien donner les étoiles. Voilà. Qu'elles ne tardent pas à les donner, c'est très important. Alors donc, on fait le direct, les gens, voilà, ceux qui ne sont pas là vont plus tard regarder le direct, c'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme l'aérien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en réalité. Voilà, c'est pas pour durer, c'est une vidéo de 5 minutes, juste 5 minutes, chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. Alors, vous-même, vous le savez, hein, que l'Union européenne, au début de l'opération spéciale russe sur le territoire ukrainien, alors l'Union européenne a pris plusieurs sanctions à l'égard de la Russie. Et parmi ces sanctions, il y avait les avoirs de la Banque centrale russe qui se trouvaient sur le territoire européen, y compris le territoire américain. Et donc, tous ces avoirs faisaient au total une somme de 300 milliards. Est-ce que vous comprenez? 300 milliards de dollars. Et donc, l'UE avait confisqué tout ça pour dire, bon, cet argent n'allait plus être remis à la Fédération de Russie parce qu'il fallait réparer les dégâts causés par la Russie sur le territoire ukrainien. Et donc, ils ont même décidé, de créer une juridiction spéciale concernant la Russie pour juger les crimes. Est-ce que vous comprenez? Pour juger les crimes de la Russie et en même temps mettre des systèmes sur pied pour donner cet argent, les avoirs de la Russie, pour donner ça à l'Ukraine. C'est-à-dire les 300 milliards injecter ça dans la reconstruction ukrainienne. Donc pour eux, c'est une manière de faire payer à la Russie pour tous ces dégâts qu'elle a causés ou bien qu'elle cause à l'Ukraine. Bon, donc les Russes avaient dénoncé ça pour dire c'est anormal tout ce que l'UE faisait parce que aucune loi ne donne l'autorisation aux Européens de confisquer les biens d'une banque centrale d'un pays qui se trouve sur leur territoire et que si jamais ils prenaient cet argent, alors le reste du monde n'allait plus faire confiance aux Européens parce qu'à tout moment, ils pouvaient confisquer les biens des autres pays qui se trouvent sur leur territoire. Donc, en conséquence, la Russie a dit, bon, si c'est le cas, elle aussi, elle va réagir. Elle va réagir parce que ce n'est pas seulement les biens russes qui se trouvent ici, sur le territoire européen. Les Européens, en retour, ils avaient investi aussi en Russie. Même suite à ces sanctions, s'ils disent non, on ne veut plus faire d'affaires avec la Russie et tout, n'oublions surtout pas qu'il y a plusieurs entreprises européennes qui sont toujours en Russie. Elles toutes n'ont pas fermé. Il y a encore des investissements européens des pays occidentaux sur le territoire russe. Malgré les sanctions, il y a encore toujours. Donc les Russes ont calculé. Est-ce que vous comprenez? Quelques avoirs qu'ils peuvent confisquer au cas où l'Union européenne validerait l'idée de transmettre ces 300 milliards aux Ukrainiens. Et donc les Russes ont calculé quelques avoirs européens qui se trouvent sur le sol. Ils ont constaté que non, les Européens ont au moins 1000 milliards qui se trouvent sur le territoire russe, que les Russes
pourront confisquer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait, ils ont pris la décision que ces avoirs ne quittent point la Russie. Voilà, donc ils ont bloqué toute sortie de ces 1000 milliards, c'est-à-dire les entreprises qu'ils pourront confisquer et tout, dont ils ont évalué et ils constatent que ça fait 1000 milliards. Voilà, ils ont dit, bon, rien ne sort. Donc les Russes ont l'œil aussi, ça ne sort pas, au cas où les Européens donneraient les 300 milliards aux Ukrainiens, les Russes prendront les 1000 milliards pour leur propre truc, pour leur propre budget, ils ne vont plus redonner ça aux Européens. D'où la nouvelle, je ne sais pas si vous le savez, les Européens disent non, ils vont plus confisquer les 300 milliards des Russes et tout, que non, aucun droit ne leur permet de confisquer ça. Voilà, parce qu'ils ont compris, les Russes ont menacé que si jamais vous prenez ces 300 milliards, nous allons riposter, nous allons prendre des mesures nécessaires pour confisquer vos 1000 milliards qui se trouvent chez nous. Donc les Européens ont fait demi-tour, ils ont fait marche arrière, c'est comme ça. Mais imaginons que les Russes n'avaient rien d'autre pour mettre la pression sur l'UE. L'UE n'allait plus jamais donner les 300 milliards. L'Union européenne allait confisquer ces 300 milliards. Donc ces 300 milliards sont gelés dans les banques européennes. Et les Européens ne vont pas utiliser ça pour faire quoi que ce soit. Ce sont des mesures politiques. Ils savent que les Russes détiennent aussi des milliards leur appartenant au sein de la Fédération de Russie. Et eux aussi, ils détiennent des biens russes. Donc, quand ils évaluent les deux côtés, ils voient que non, pour eux, ils ont beaucoup à perdre par rapport aux Russes, par rapport à ces biens confisqués. Donc, du coup, ils regardent, ils savent que non, s'ils prennent, la Russie va riposter et la Russie va gagner 700 milliards de plus. Oh, ils ne veulent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Le fait de confisquer ça sans utiliser ça, ce sont des signes politiques. Parce que s'ils redonnent ça aux Russes tout de suite et que les Russes en retour, ils donnent les 1000 milliards, c'est comme s'il y avait réconciliation. Donc, voilà, chacun menace son ami, mais ils ne vont pas aller au-delà de ça. Ils savent où se trouvent leurs limites. Voilà pourquoi ils jouent ce jeu-là. Pour que les Ukrainiens puissent dire, bon, ouais, ils nous soutiennent quand même, ils nous soutiennent, ils sont avec nous, ceci, cela, et le monde entier regarde pour dire, ah, donc, voilà, ils lèvent maintenant les sanctions contre les Russes, ceci, cela, voilà pourquoi ils sont là, ils jouent à ce petit jeu-là. Et Joe Biden, au début, qui avait traité Poutine de malade mental, que Poutine était un fou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Son langage change. Il dit non, lui, il est prêt à discuter avec Poutine. Si Poutine décide de mettre fin, un terme à l'opération spéciale qu'il mène sur le territoire ukrainien, il est prêt à discuter avec lui. Bon, vous comprenez, hein? Vous comprenez, quand les Européens, c'est-à-dire quand les Américains, ils savent qu'ils sont plus forts, plus puissants que toi, ils ne parlent pas de négociations. Hein. Eux, ils agissent. Ils parlent de la force. Ils parlent de la force. Mais quand ils voient qu'ils ont utilisé, parce que pour eux, ils étaient convaincus que leurs agissements au sein de l'Ukraine, leur soutien qu'ils apportaient aux Ukrainiens, ça allait tout changer. Hein, ça allait tout changer et tout. Mais ils constatent que non, où ça va là, ça risque de ne rien changer. Et que les Russes risquent de devenir puissants. Parce que ce qui se passe, l'armée russe, ce qu'ils avaient pensé, comme quoi l'armée russe va s'effondrer, ceci, cela, c'est le contraire qui va se passer, je vous le dis. Pourquoi je le dis? Parce que la Russie comprend. Elle comprend qu'elle a besoin de nouveaux matériels militaires. Parce que la Russie, comme elle avait hérité des armes de l'Union soviétique, elle ne faisait plus d'efforts pour produire beaucoup de matériel militaire. Beaucoup de matériel militaire pointu. Elle produisait les missiles et tout, mais au niveau des avions, elle faisait les trucs, elle ne produisait pas ça en masse. Les Sukhoi 57, elle a fait, mais elle n'a pas fait beaucoup. La Russie avait fait les T-14, Armada, les T-90, mais elle n'a pas produit en quantité. Donc elle comprend qu'il lui faut beaucoup d'armes nouvelles face à
à cet Occident qui veulent la dépecer, qui veulent détruire la Russie. Donc, les Russes ont compris. Ils ont compris. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir, les années à venir, ils vont reconstituer leur armée. Ils vont produire beaucoup de matériel de guerre nouveau. Et ils vont remplacer tous les anciens. C'est-à-dire les anciens, ils vont vendre ça à d'autres pays. Hein? Ils vont donner ça à leurs alliés. Même s'ils doivent donner gratuitement, ils vont donner. Et les nouveaux matériels, ils vont remplacer les anciens matériels par les nouveaux matériels. Ils vont augmenter même le nombre de militaires. Si c'était au moins 1 800 000 personnes, ils sont capables de passer à 3 millions de militaires parce qu'ils ont compris que s'il y a une guerre de haute intensité ou bien une opération spéciale, ils ont besoin des soldats. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le personnel militaire. Ils vont former beaucoup de civils à connaître la stratégie militaire, ceci, cela, au cas où il y aurait une mobilisation partielle ou générale pour que les gens soient déjà au courant de ce que c'est qu'une arme ou bien connaître au moins ce que c'est qu'une armée. Donc, c'est ce qui va se produire en fait. C'est ce qui va se produire. Et donc, les Américains, ils voient aussi que si jamais ils soutiennent l'Ukraine, eux-mêmes, ils s'affaiblissent. L'Iran qui est là produit l'arme nucléaire de l'autre côté. La Chine qui guette Taïwan. Donc, ils voient que non, le terrain commence à s'élargir. Le terrain commence à s'élargir. Et donc, si jamais ils soutiennent l'Ukraine et que ça dure dans le temps, à un moment donné, ils n'auront plus assez d'armement pour faire face à une Chine si jamais elle veut lancer une offensive contre Taïwan. Donc les Américains ne seront plus à mesure de soutenir les bons petits Taïwanais. Et l'Iran qui est là, l'Iran n'est pas un petit morceau, l'Iran est un gros morceau. Et donc imaginons que eux-mêmes, le fait de soutenir l'Ukraine, leurs alliés se démilitarisent et que leurs alliés n'ont plus la puissance de feu qu'ils avaient. Et que l'Amérique décide d'agir contre l'Iran et que les proxys de l'Iran sortent de part et d'autre. Mais comment les Américains et leurs alliés vont faire? Donc, ils voient que non, c'est pas faisable. Face à ça, si la Russie ne cesse pas son offensive sur l'Ukraine, les Américains vont faire comment? Ils doivent soutenir leur bon petit Israël face à l'Iran et le Golfe va prendre feu. Le Hezbollah va sortir ici, les Houthis vont sortir de l'autre côté, le truc, les Syriens vont dire ah, c'est le moment, on va en découdre, on va en découdre en même temps, les Irakiens aussi, ils vont dire ah, c'est le moment. Donc vous voyez, ça peut dégénérer. Donc qu'est-ce qu'eux ils veulent? Ils veulent maintenant une sortie de crise sur le territoire ukrainien, comme ça ils vont reconstituer leur armée pour une autre mission ailleurs. Est-ce que vous comprenez le schéma? Si Biden dit il veut discuter avec Poutine, c'est parce qu'il veut sortir de l'engrenage ukrainien. Parce que s'il ne sort pas de là, si la Russie continue à dire, bon, non, moi je ne discute pas, je mène mes offensives, l'Iran accélère la bombe atomique de l'autre côté, la Chine met pression. Donc, les Américains et leurs alliés seront confrontés à des sujets vraiment particuliers et le monde entier les regarde, puisqu'ils ont juré pour dire qu'ils ne vont jamais laisser l'Iran obtenir la bombe atomique. Donc, imaginons que l'Israël prend seul l'initiative de dire, bon, nous, on s'en va bombarder. Et qu'il y a une guerre qui dégénère entre Israël et l'Iran, avec les proxys de l'Iran. Vous imaginez, les Américains seront dans l'obligation d'intervenir. Donc, en badant de l'Ukraine en total. Parce que là-bas, ça mérite une intervention globale. Parce qu'il y aura des navires de guerre. Ceci, cela. Sur tous les plans, les avions et tout. Parce que ça ne va pas être une petite affaire. Ça sera une affaire globale. Donc les Européens, ils ne peuvent pas abandonner l'Amérique et Israël seuls face à l'Iran et ses proxys. Donc eux tous, ils vont aller là-bas. Zelensky va se retrouver seul. Donc quand ils voient la situation, ils se disent, c'est le moment de négocier avec Poutine. On l'a traité de malade mental et tout, mais on doit négocier avec le monsieur là parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. C'est le seul moyen de quitter dans cet engrenage. Si on ne le fait pas, on risque de perdre dans l'avenir. Donc, puisque l'Iran et la Russie coordonnent leurs actions, donc vous comprenez,
la dangerosité. Voilà pourquoi Macron, il est parti aux États-Unis, même aussi devant les caméras, il dit on va soutenir l'Ukraine. Hein? Quel que soit le temps que ça prendra, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça, ce sont des discours politiques. Ce sont des discours politiques, mais ils veulent sortir. Ils veulent sortir parce que si ils veulent empêcher toujours la Russie d'occuper l'Ukraine ou bien de faire chuter le régime ukrainien, la prochaine offensive russe que les Russes préparent depuis 6 mois ou 7 mois, les Européens et les Américains auront besoin de miser plus, c'est-à-dire déployer beaucoup de moyens, dépenser encore à nouveau, déployer plus de moyens que ce qu'ils avaient déjà déployé auparavant. Donc ils comprennent la réalité. Voilà pourquoi ils se disent, ah, si la Russie lance encore une offensive, pour les arrêter là, il faut encore doubler la mise. Parce que ce n'est pas avec ce qu'ils envoient en ce moment-là qui va encore freiner les Russes. Puisque en nombre, les Russes, ils ont maintenant le personnel nécessaire pour mener des vraies offensives. Ils ont des trucs, ils ont le potentiel militaire pour mener des offensives. Donc pour les arrêter là, les Américains doivent encore miser beaucoup d'argent, beaucoup de trucs d'armes. Et les Européens, eux aussi. Donc quand ils voient ça, s'ils misent leurs réserves qui leur restent, cela, ils donnent tout au truc aux Ukrainiens pour freiner l'armée russe. Mais si la Chine déclenche les hostilités là-bas, ils vont avoir quoi pour donner aux Taïwanais. Si l'Iran dit, bon, nous on veut avoir la motorie, ils vont faire comment pour les arrêter? Donc ils calculent tout ça et ils voient que non, l'heure est grave, il faut négocier Poutine pour sortir. Mais est-ce que Poutine va accepter? Est-ce que Poutine est prêt? Bon, voyons voir les jours à venir. On va voir ce que Poutine compte faire. Si ce, on se laisse passer une très bonne nuit. On est ensemble.